Merci à vous d'être là pour écouter aussi l'avancée de cette recherche depuis 2 ans maintenant. Je remercie Jean-Paul Lanquetin de me permettre aussi encore de diffuser sur cette réflexion éthique sur les restrictions de liberté en psychiatrie et plus particulièrement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. 2 petites choses avant. Alors, la grille qui est derrière, hein, c'est pas moi qui ai voulu la mettre. Hein. Il y a déjà 2 années de ça, je faisais une fixette sur le fait de faire une présentation sur les pratiques de sécurisation alternatives à la contention avec un fond grillagé. Mais bon, ça c'est plus pour l'anecdote, c'est mes petites obsessions, on va dire. Et puis une deuxième chose, voilà, je suis venu avec une feuille blanche pour vous dire aussi un peu comment j'ai fait cette recherche. C'est-à-dire que j'avais des intuitions pour lesquelles je n'étais évidemment pas sûr du chemin un peu où elles allaient me mener. Et puis, grâce au regard des uns et des autres, qui ont enrichi finalement ma capacité à problématiser cette réflexion, j'ai pu, in fine, mener une étude dans différents pays notamment. Donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous présenter... Hop, cela. Je vais vous présenter aujourd'hui une partie des résultats et avec l'idée d'illustrer ce parcours de doctorat en recherche infirmière où j'ai eu la chance d'obtenir un financement. Donc ça sera les deux horizons pour nous dans les 45 minutes à venir. Donc pour vous expliquer un petit peu, je me suis intéressé aux unités d'hospitalisation dites à double diagnostic. Pourquoi à double diagnostic ? Puisqu'elles accueillent des situations de crise, des situations d'urgence, des personnes qui ont un fonctionnement autistique associé à un fonctionnement cognitif. Donc c'est des personnes qui ont des retards mentaux, qui sont non-verbales essentiellement, et qui présentent des troubles graves du comportement, comme les automutilations, l'hétéroagressivité, le pica, les états d'agitation incoercibles, comme on peut parfois en voir, et puis les destructions d'objets, d'environnement. Voilà, donc ça va être... Et d'ailleurs, je profite dès maintenant de rebondir sur la phrase de l'ami de Philippe Svendra sur les troubles du comportement, qui sont évidemment des troubles perturbants. Et donc on reviendra là-dessus au détour de la présentation. Un mot juste sur la notion qui était la notion de départ, celle d'intégrité. Intégrité pourquoi ? Puisque dans la pratique, les infirmiers vont avoir une intégrité corporelle, une intégrité psychique qui va être affectée par la violence de ces situations de soins, qui sont des situations de soins que je vais vous expliquer progressivement. C'est vraiment assez particulier, c'est des situations d'impasse thérapeutique. Donc parfois on y est confronté de façon ponctuelle. Dans ce service-là, il faut imaginer que c'est 16 lits d'hospitalisation qui accueillent plusieurs impasses les unes à côté des autres, si je peux le dire ainsi, et puis de réfléchir juste à la façon dont on va faire pour essayer de sortir ces personnes-là de logiques qui sont restrictives et qui, de restriction en restriction, peuvent amener à des situations de maltraitance institutionnelle. Et je dirais aussi 2 mots par rapport à ça. Alors, voilà, donc l'idée aujourd'hui, ça va être seulement de vous présenter les équipements de protection que les soignants utilisent et pas les équipements de protection qu'on va faire porter aux patients. Donc là, vous avez vu qu'il y avait des casques, des gants, etc. On pourra en parler dans la discussion, mais là, comme le temps est un peu restreint, j'ai ciblé vraiment les équipements de protection aussi puisqu'ils sont très représentatifs de l'esprit de cette recherche qui finalement vise à partir de la possibilité de partager la contrainte en se protégeant soi. Et on va en discuter. Donc pourquoi finalement revenir sur un sujet, j'allais dire, historique et comme un invariant qui revient comme ça inlassablement ? Puisque, quand j'étais dans le service en tant qu'infirmier, quand un patient allait arriver, il y avait toujours cette question, il fallait préparer le kit aussi de contention, on ne sait jamais. Parfois la personne était déjà avec des sangles qu'on allait retirer, donc peut-être on allait devoir les remettre. Donc il fallait comme ça se préoccuper aussi des outils qui sont des outils sécuritaires, quelque part au nom du bien de ces, ou en tout cas au nom
de la non-malfaisance. Disons qu'on ne laissait pas les gens s'automutiler jusqu'à avoir des complications irréversibles, ce qui est parfois le cas dans le service, puisqu'il y a des patients qui arrivent déjà aveugles suite aux automutilations. Par rapport au traitement médicamenteux, qu'est-ce que ça signifie aussi de préparer un traitement si besoin, de s'assurer que les seringues sont bien là, de s'assurer que le si besoin est déjà prescrit. Toutes ces choses-là où finalement on était amené en tant qu'infirmier à vouloir faire au mieux, la question que je me pose encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce que faire bien quand on ne peut pas faire autrement? Qu'est-ce que faire au mieux quand on ne peut pas faire autrement? Donc vous voyez là déjà une dimension qui est politique derrière. Et l'objectif aussi de mon travail de thèse, c'est peut-être essayer de voir un peu entre les lignes des justifications, des formalisations qu'il y a autour de ces pratiques de sécurisation et qui sont souvent légitimées au nom de la clinique. Peut-être qu'il y a aussi d'autres éléments aussi qu'on peut amener dans la discussion. Et puis évidemment les interventions physiques, le fait de, comme ça, être amené parfois à agripper une personne pour l'amener d'un endroit à un autre, ça évidemment c'est des choses qui sont très très questionnables. Alors excusez-moi, hop. Et l'idée de ces équipements de protection individuelle, pourquoi j'ai laissé encore cette photo qui me suit là encore jusqu'à aujourd'hui, puisque les patients qui arrivaient dans le service, on devait faire des fenêtres thérapeutiques. Donc ça veut dire que les patients qui ont une sédation médicamenteuse à haute dose, qui était déjà agitée, il fallait pouvoir entreprendre de retirer les traitements pour mettre à plat les thérapeutiques et comprendre ce qui se passe. Et juste pour vous redire, donc une unité à double diagnostic, le fonctionnement autistique et cognitif d'une part, et probablement des comorbidités que nous on doit explorer. Et ces comorbidités, qui peuvent être somatiques ou psychiatriques, c'est peut-être ces étiologies-là qui vont nous permettre de comprendre la persistance des troubles. Et ça, c'est vraiment la particularité de ces unités-là, qui sont dites des unités de troisième ligne. Donc dans la littérature, on a des jeunes qui sont décédés par contention. C'est quelque chose aussi dans lequel je me suis j'ai inscrit cette réflexion. Donc essentiellement par étouffement quand ils étaient immobilisés au sol. J'en dirai 2 mots après. Alors, j'insiste encore une fois sur le côté très ciblé de cette recherche, puisque quand on entend parler d'alternatives, même au début de cette recherche, finalement, j'avais un peu l'intuition que les équipements de protection individuelle seraient peut-être un des résultats parmi d'autres. Et finalement, aujourd'hui, ça n'est... j'ai vraiment exploré, j'ai fait un zoom sur l'utilisation des boucliers, des vêtements de protection, des tapis, de tout ce qu'on n'est pas habitué à voir habituellement. En mettant vraiment de côté les autres interventions, qui sont plus finalement sur l'anticipation. Alors, donc, la problématique quotidienne du service, c'est la suivante. Comment contenir les troubles graves du comportement en étant suffisamment rassurant pour le patient et l'équipe de soins, tout en veillant à préserver l'intégrité de la personne. Donc vous voyez qu'il y a un équilibre entre le haut maximum et suffisamment. Il faut trouver un dosage quelque part. Et puis, je dis bien de l'intégrité de la personne en incluant les soignants et pas uniquement les patients. Pourquoi je cherche vraiment à penser conjointement ces deux entités, puisqu'elles me semblent... ça me semble vraiment essentiel pour bien comprendre les processus de sécurisation. Comment ils vont être initiés, comment ils peuvent être différés, comment ils peuvent être réduits. Si on ne prend pas en compte ces 2 critères-là, je pense qu'on complexifie un peu la compréhension. Donc en ciblant les différentes blessures, donc je vous en dis 2 mots. Donc vous avez les blessures en lien avec les automutilations. Donc là, vous aviez un patient qui s'était automutilé en se tapant la tête contre les murs, ou en se donnant des coups au visage, donc qui avait eu après pour lequel on avait préconisé le port du casque, un autre patient qui se mordait quotidiennement et qui, à force de morsures, avait des cicatrices qui étaient vraiment très très impressionnantes. Ce qu'on appelle les dommages collatéraux, donc c'est les blessures des soignants.
Donc là aussi, j'ai fait un recensement vraiment très descriptif finalement de ces blessures-là. Et puis vous voyez qu'il y a une troisième catégorie de blessures qui porte sur justement ces pratiques de sécurisation. Donc vous avez à gauche voilà, les marques sur la peau des sangles de contention mécanique. Vous avez des doigts qui ont été fracturés au Québec quand les soignants essayent de fermer la porte de la chambre d'isolement et qu'il y a un jeu de va-et-vient au moment où on veut donner le tour de clé. Et puis une fracture de l'humérus qui a eu lieu dans notre service à Paris, voilà, suite à une immobilisation physique. Voilà. Et donc mon idée, c'était peut-être de m'interroger sur est-ce que les équipements peuvent pas nous aider déjà à réduire la gravité que vous voyez, et puis aussi à supprimer, alors c'est très prétentieux dit comme ça, mais en tout cas d'espérer que les images ont disparu, que les blessures qui sont iatrogènes soient vraiment les plus minimales possibles. Donc, si je vous parle de ces blessures iatrogènes, c'est puisque ces outils-là sont des outils de prévention tertiaire dans un premier temps. Il faut bien comprendre, et ça je vous ai illustré, pour que vous compreniez bien un petit peu la violence de ces troubles du comportement, il faut les inscrire dans le parcours, qui sont des véritables parcours du combattant, pour le coup, hein, pour les familles, pour les patients, et qui a fait l'objet aussi d'une dénonciation du comité consultatif national d'éthique, qui parlait d'une politique de l'exil, en parlant des patients qui étaient contraints d'aller en Belgique. Et nous, on reçoit pas mal de patients qu'on envoie en Belgique et qui reviennent dans le service. Et ça aussi, ça faisait partie, je pense, de ces préoccupations un petit peu qui ont fait que ce projet s'est mis en place. Voilà, pour toujours vraiment penser la violence dans un processus. Et la deuxième violence, vous avez l'Observatoire national des violences en milieu sanitaire qui a vraiment pointé du doigt le fait que le personnel soignant de psychiatrie sont les plus exposés. Donc quelque part, on est sommé de défendre des politiques de moindre recours à l'isolement et à la contention. Et à côté de ça, on fait quand même partie d'une population de professionnels plus vulnérables que les autres. Donc encore une fois, c'est cette interdépendance-là qui m'intéresse. Alors aujourd'hui, je voulais aussi vous parler un petit peu de la méthodologie. J'en avais pas du tout parlé. Donc c'est une étude ethnographique, prospective à l'échelle internationale. Pourquoi à l'échelle internationale ? Essentiellement puisque ces unités sont rares, il en existe peu. Et l'idée, c'était vraiment... vous avez vu la photo du début. Donc ça, c'était le poste de soins de l'unité à Paris, où j'avais rassemblé un petit peu tout le matériel comme ça. Et dans le poste de soins, ce même matériel est à côté des kits de contention. Et mon idée, c'était aussi de voir finalement, est-ce qu'il existe un lien aussi possible entre ces matériaux qui, même géographiquement, dans le poste de soins, sont à portée de main. On peut choisir l'un, on peut choisir l'autre. Et donc, je suis allé voir s'il n'en existait pas d'autres, déjà. Et par exemple, dans une unité à Baltimore, il y avait des placards entiers de ces outils-là. Donc, c'était, pour le coup, assez étonnant de faire le recensement de ces équipements. Dans l'unité au Québec, il y en avait très peu. Donc ça aussi, ça m'a aidé à comprendre, finalement, dans un environnement où ces outils-là n'existent pas, quelles vont être les pratiques de sécurisation. Donc, toujours d'essayer de nuancer un petit peu les observations en les contextualisant, en essayant de relativiser un peu comment les équipes justifient les pratiques de restriction. J'ai ciblé dans un premier temps sur les soignants qui étaient amenés à contraindre, pour essayer justement de comprendre à quel moment ils allaient finalement peut-être accepter d'être comme pris en flagrant délit finalement de contraindre quelqu'un, sans forcément peut-être avoir d'autres justifications que des justifications qui sont très contextuelles. Donc d'ailleurs je vous ai illustré, donc c'est une recherche qualitative, je vous ai illustré, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un édito qui parle de la méthodologie dite d'ethnographie herméneutique participative. Donc, j'en dis deux mots aujourd'hui pour que vous... Et d'ailleurs, je vous ai mis des petits mots qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Donc, c'est une dimension
donc dans cette étude ethnographique, il y a une triple dimension où l'objectif, c'est d'essayer de comprendre la complexité du phénomène de la restriction. Donc, la première dimension, qui va être celle de l'herméneutique, va être de s'inquiéter un peu des jugements qu'on peut avoir. Et là, vous allez voir, je pense, tout à l'heure, j'ai laissé des photos exprès pour vous mettre un peu au défi de ne pas avoir de jugement par rapport à ce que vous allez... et puis déjà, peut-être, qu'en voyant les casques et les grilles et tous ces outils de torture, quelque part, on pourrait aussi les considérer bien évidemment comme ça. Vous avez une construction qui est ancrée dans l'imaginaire. Donc, concrètement, par exemple, quand je suis arrivé au Québec, dans les réunions, ils parlaient de privilèges. Donc, l'équipe de soins administrait les privilèges, supprimait les privilèges. Et les privilèges, c'était quoi? C'était une sortie pour prendre une cigarette. Alors, juste pour préciser, l'unité du Québec, c'était une unité aussi adulte. Donc, il n'y avait pas que des non-verbaux. Et ça aussi, moi, ça m'a bien aidé à mieux comprendre l'ancrage qui était ma réflexion, qui était vraiment très ciblée sur une population plus vulnérable que les autres. Il parlait tout ce qui était, on va dire, contraignant. Il parlait de mesures de contrôle. Ça ne faisait pas partie de mon langage. Donc assez vite, finalement, les gants, je les ai vus comme des camisoles de doigts, quelque part. Le casque, c'était quelque chose qui allait être une camisole, on pourrait dire, du regard, etc. Donc ça m'a permis aussi, finalement, de passer d'un univers où finalement il y avait un flou juridique en France, où on utilisait ça de façon très empirique, très informelle, à un univers où tout était formalisé. Donc ça, et puis à Baltimore, c'était encore un autre formalisme, puisque c'était associé à des thérapies comportementales. Et on va en dire 2 mots après. Sur la recherche... donc c'est une recherche d'ethnographie qui s'inspire des observations en immersion. Donc ça aussi, c'est vraiment l'un des critères majeurs, c'est je vous ai mis la congruence. En fait, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, l'idée, c'est qu'ils soient congruents, c'est-à-dire qu'ils soient authentiquement, je dirais, en lien avec les préoccupations des acteurs qui sont confrontés à devoir contenir les grands états d'agitation. Sinon, ça n'aurait pas de sens de faire des recensements et de, je dirais, spéculer autour du casque, etc. L'idée, c'est vraiment d'essayer de toujours garder une démarche. J'ai mis le participant acteur, puisque j'ai toujours finalement considéré que les personnes à qui je m'adressais d'une façon ou d'une autre avaient tout à m'apprendre sur ce que je prétendais être peut-être des alternatives à la contention. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir... Alors j'ai juste illustré pour vous montrer les différents niveaux. Donc moi, je fais une thèse d'éthique. Donc l'idée, in fine, ça sera de proposer une réflexion sur les valeurs du soin et de l'accompagnement en pédopsychiatrie. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas parachuter des concepts comme ça et parler de dignité sans forcément avoir creusé vraiment ce qui se passe sur le terrain. Donc là je vous ai mis ça, c'est un peu schématique. Donc un premier niveau micro, qui est celui de la pratique, du quotidien, de ce qu'on observe, de l'équipe, de la composition un petit peu de quels sont les acteurs. Le niveau méso, qui est un niveau évidemment plus organisationnel, institutionnel. Le niveau macro, qui sera celui un peu plus politique. Et puis le niveau méta, qui portera justement sur peut-être la réflexion philosophique de fond. Et tous ces niveaux-là s'articulent. J'ai mis encore une fois une petite... le processus itératif, c'est vraiment un terme un petit peu qu'on utilise beaucoup en recherche qualitative, mais qui moi, m'habite, on va dire, quotidiennement. C'est-à-dire que c'est vraiment, de temps en temps, des réflexions méta qui vont finalement me faire comprendre que ce que j'observais de façon très brute au niveau micro était pas du tout était empreint de beaucoup de jugements de ma part. Donc cette ethnographie, c'est vraiment un effort de déconstruction perpétuelle. On pourrait le voir comme ça. Et puis vous voyez que les questions sont vraiment des questions les plus génériques, les plus ouvertes. J'ai essayé au tout début, ma grille était très exhaustive, etc. Et puis finalement, au fil des entretiens, j'ai appris à être moins ciblé. Donc là, je vais vous présenter les équipements de protection des soignants, mais je vais quand même vous dire 2 mots. L'objectif, c'était de recenser les outils. Ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième, qui est encore en cours d'analyse, de comprendre quel est leur impact sur la sécurisation, et notamment sur la façon de sécuriser de façon un peu moins
moins invasive. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux types de catégories. Ce qui est évidemment pas courant, puisque la plupart du temps, quand on est amené à contraindre des personnes qui se nuisent à elles-mêmes ou peuvent blesser autrui, on va avoir des outils qui vont s'adresser qui vont contraindre cette personne, qui vont pas forcément on va pas être forcément dans une logique de se protéger, d'amortir les coups pour éviter le contrôle du mouvement, par exemple. Donc ça m'a vraiment beaucoup... Et d'ailleurs, il y aurait une deuxième thèse à faire que sur la partie de droite. Je pense que c'est aussi des choses dont on s'aperçoit en tant que chercheur, que l'objet est évidemment toujours trop grand. Alors, sur la partie des équipements de protection individuelle des patients, juste un mot. L'idée, c'est que le fait par exemple, d'utiliser un casque, d'utiliser des gants, d'utiliser des vêtements de protection pour pas que les patients se déshabillent. Nous, on a pas mal de patients aussi qui parfois jouent avec leur caca, etc. Et finalement, ça contribue à une forme d'escalade un peu globale. Finalement, tous ces outils permettent de répondre de façon individualisée. Là où parfois on avait des réponses un peu plus univoques, lui, il va aller en isolement ou... Voilà, donc c'est ça qui, moi, m'a intéressé avec les outils. Et puis, évidemment, ça c'est vraiment le fil rouge des équipements de protection des patients, c'est que l'idée, c'est de préserver la liberté d'aller et venir au sein d'un milieu qui est déjà clos. Et ça me semble être vraiment l'une des réflexions à garder en tête. Alors, pour préserver la liberté d'aller et venir, d'ailleurs, on peut aussi peut-être décider de commencer par partager la contrainte. Ça veut dire quoi, partager la contrainte? Ça veut dire peut-être mieux s'équiper, mieux se protéger. Plutôt que d'avoir un réflexe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de s'assurer que les seringues sont en place, qu'il y a tout pour sécuriser au mieux, peut-être se dire, tiens, est-ce que je pourrais pas développer d'autres réflexes? Alors là, j'ai pas ramené des outils, ça m'est arrivé parfois de ramener certains outils. Je dirais un mot sur les manchettes, mais pourquoi je vous montre, c'est l'une des rares publications qui parle des équipements de protection du personnel soignant et qui raconte un petit peu l'intérêt que ça peut avoir dans ce type d'unité. Il y a très très peu de littérature sur... il n'y a que 7 articles et il y en a un seul qui finalement est intéressant. Donc c'est vraiment, finalement, ça intéresse pas grand monde. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi d'explorer. Et cet article-là m'a frappé puisque c'est pile poil... Ça répondait un peu pile poil à l'hypothèse de recherche qui est la suivante. Prendre soin en contexte de gestion de crise comportementale, c'est se protéger soi pour protéger l'autre. Alors excusez-moi, puisque la phrase est toujours un peu longue. Donc prendre soin. En fait, l'idée, c'est que c'est pas puisque c'est la crise qu'on va plus être dans le soin. Et ça, très souvent, je trouvais que parfois on s'enlisait dans des logiques un peu sécuritaires en abandonnant finalement quelque chose de plus soignant. Donc, prendre soin en contexte de gestion de crise comportementale, c'est se protéger soi pour protéger l'autre, pour se prémunir d'une violence mettant en péril le lien nécessaire à l'accompagnement. Vous comprenez bien que dans ces situations-là, le lien est sans arrêt attaqué. Il faut essayer de le faire revivre quelque part, voire même de le faire vivre quand on n'arrive plus à le retrouver. Et peut-être qu'en commençant à se protéger, on peut faire émerger des interactions interpersonnelles d'une meilleure qualité et qu'on ne voyait pas auparavant. En tout cas, c'est l'intuition que j'essaye de continuer d'explorer aujourd'hui. Et ce qui était intéressant dans cet article, c'est que les soignants proposaient un kit d'outils qui était fait en collaboration avec les parents. Et ça, c'est encore quelque chose, à mon avis, on a encore du chemin à faire. Mais c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que il faut défendre les approches inclusives, mais il faut ne pas les lâcher, puisque sinon on les perd de vue. Alors le cadre théorique, j'en ai discuté tout à l'heure avec une collègue, s'inspire d'un philosophe qui moi m'a beaucoup vraiment intéressé, qui s'appelle Guillaume Leblanc et qui a une réflexion sur la vulnérabilité partagée. Alors ce concept de vulnérabilité partagée, donc c'est le cœur quelque part de la réflexion éthique que j'aimerais mener à la fin de cette étude. C'est cette idée selon laquelle on ne peut pas opposer les personnes en état de dépendance extrême, dites vulnérables, à une forme d'invulnérabilité ou en tout cas de personnes qui seraient plus compétentes. Et en l'occurrence les soignants. Dans ces situations-là, ça n'a jamais été l'expérience que j'ai eue. Il y a toujours eu finalement comme un jeu d'asymétrie réciproque où, quand on était amené à devoir contenir quelqu'un de très intimidant,
évidemment, on était soi-même exposé, soi-même fragilisé. Et soi-même, on allait développer des stratégies adaptatives pour pouvoir finalement tenir dans la situation. Donc ça, c'est vraiment l'un des points de départ. Après, il y a Marc Auger, donc ça rejoint plus la méthodologie. Il y a une phrase un peu célèbre, « Faute de penser l'autre, on construit l'étranger ». Et finalement, chez ces patients non-verbaux, avec qui le vécu est parfois finalement assez opaque, donc on se construit aussi une image de ces personnes-là. Parfois, on en développe même une grille un peu de lecture. Voilà, ils vont être associés très vite à un risque, à quelque chose de menaçant pour nous. Et l'idée, voilà, c'est peut-être de réfléchir à la façon dont certains outils peuvent nous dégager de tout ce qui pourrait, je dirais, nous empêcher de s'approcher au mieux de leur vécu à eux. Et c'est pour ça que j'ai pris l'image des... J'aime bien mettre cette image, puisque l'idée, c'est on est des explorateurs. Les soignants sont des explorateurs. Et il faut garder cette perspective compréhensive, explicative, mais surtout compréhensive. On est là pour comprendre, on n'est pas là pour contrôler. Et c'est vrai que c'est très compliqué, puisque parfois on est obligé de mener les deux de front. Et c'est difficile à assumer, quelque part. Donc voilà, c'est vraiment... Alors, donc on va démarrer juste pour vous dire les équipements de protection individuelle des soignants. Donc, je les ai classifiés en fonction des contextes d'utilisation. Donc, il y a ceux du quotidien, ceux pendant la crise, et puis ceux pendant les évaluations. Alors là, vous allez voir que c'est un contexte très très particulier. Je vais devoir bien préciser, puisque sinon, peut-être vous enliserez dans votre jugement. Mais bon, on pourra maintenir la discussion pour partager la déconstruction ensemble. Alors, au quotidien, donc vous aviez les manchettes. Les manchettes, c'est quoi ? C'est finalement un outil qui s'est un peu démocratisé dans le service. Donc l'unité est très jeune, elle a ouvert en 2013. Dans l'idée vraiment de spécifier une prise en charge pour les situations de crise des patients avec autisme. Donc il y avait des pincements, des morsures, des griffures, des choses qui en fait n'étaient pas forcément les plus violentes, mais étaient les plus fréquentes. Et finalement les plus parasitantes pour garder cette grille de lecture compréhensive. Et puis certains se sont mis à porter ça, etc. Et finalement, quand on interroge les soignantes qui ont ce type d'équipement, eh bien, ce qu'elles vont raconter, c'est que l'impact est vraiment positif dans le sens où ça améliore les interactions avec le patient, ça améliore même parfois la communication, qui est une communication infraverbale, souvent qui passe par la gestuelle, aussi par les mimiques du visage, et que dans certains cas, on observe même que ça fait émerger parfois des choses qu'on ne voyait pas avant. Et ça, je pense, ça a été aussi des fils moteurs de cette réflexion. Quand je me suis aperçu que ce type d'outil pouvait amener finalement à un mieux, et ben je me suis dit, on va continuer. Alors, aux États-Unis, ils sont amusants, puisqu'ils ne se cassent pas trop la tête. Enfin, ils ne se cassent pas trop la tête. Façon de parler, excusez-moi. Mais il n'y a pas de blouse blanche. Il n'y a pas... Voilà, on est dans un autre paradigme. Tout à l'heure, quand je vous ai mis les 4 niveaux, micro, méso, macro et méta, le niveau méta aussi, c'est vraiment... Il y a aussi cette idée d'apporter une critique épistémologique sur finalement des paradigmes qui ne pensent pas du tout de la même façon la psychopathologie. Très schématiquement, dans l'unité de Baltimore, on s'inscrit dans un programme de réhabilitation où l'objectif du soin, c'est d'inclure les personnes dans la communauté. Ça va être ça la thérapeutique, de retrouver des capacités d'autonomie de telle façon à ce que la personne ne soit pas sans arrêt comme ça exclue du système. En France, on va avoir une grille de lecture, en tout cas dans l'unité que je connais, peut-être un peu plus axée sur la souffrance, des comorbidités qui peuvent être associées. Et c'est une autre, finalement, on essaye, j'allais dire, c'est un peu quelque chose dont je m'aperçois en ce moment, qu'on essaie de refaire communauté à l'intérieur de l'hôpital, comme si l'hôpital était en soi représentatif de la communauté. Globalement, au contexte nord-américain, de ce que je comprends, l'hôpital, ça reste un lieu très stigmatisant, un lieu qui n'est pas souhaitable. Il faut pas, c'est pas là qu'on va. C'est pour ça qu'eux, ils développent la santé communautaire. Donc ça, en fait, toutes ces petites notions comme ça, elles me sont un peu tombées dessus au fil de mes avancées. Et si je vous dis ça, c'est puisque finalement ces vestes en jean, qui sont un uniforme assez ordinaire, participent aussi, je pense, de cet état d'esprit. Avoir une blouse blanche, c'est quand même pas la même chose que de porter finalement des vêtements et d'être en civil. Et puis, là, je vous ai mis un peu les coulisses aussi, eux, ils avaient le réflexe de systématiquement se protéger.
C'est-à-dire que quelqu'un qui avait une blessure, globalement, c'était quand même quelqu'un qui n'était pas un bon soignant. Puisque pour aller jusqu'à se blesser, il fallait vraiment quelque part l'avoir cherché. Alors qu'il y a des placards entiers où voilà, on peut avoir le réflexe de se protéger. Pendant la crise, alors là, je vous présente juste un exemple des boucliers PAO. Nous, on avait mis ça en place dans le service. Donc le service, c'est un long, il est vraiment tout en longueur. Et en gros, tous les 10 mètres, on avait décidé un peu d'avoir ce type d'outils à portée de main pour pouvoir amortir la violence et pas justement rentrer dans une forme de réaction sans forcément avoir un temps entre les deux. Donc quand j'ai parlé de ça au Québec, c'était assez amusant parce qu'eux, ils avaient une expérience très très négative de ces boucliers. Donc encore une fois, quand je vous dis que j'apprends tout des personnes à qui je montre ces outils-là, c'est vraiment ça. Hein. C'est les personnes qui m'apprennent finalement sur les enjeux aussi éthiques qu'il peut y avoir à travers leurs usages. Et eux, ils disaient que ce type d'outil potentialisait finalement un recours à l'usage de la force, que les soignants se transformaient plus en cow-boys, en gros bras, et que c'était totalement contre-productif pour envisager une perspective de pacification, de désescalade, de négociation. Donc eux, voilà, ils ont vraiment finalement souligné que l'usage de la force était potentialisé avec ce type d'outil. Donc tout de suite, en tant que chercheur sur place, ça m'a aussi montré qu'il y avait évidemment des dérives, de la même façon qu'il y a des dérives avec les kits de contention, il y a des dérives aussi avec ce type de bouclier. Et ça, c'est vrai que c'est un des points qui a amorcé finalement toute une réflexion sur la nécessité aussi de former les équipes à des nouvelles pratiques. Alors comment ils faisaient dans les unités, dans beaucoup d'unités d'ailleurs au Québec, quelqu'un a développé l'usage du ballon. Alors l'usage du ballon, il faut imaginer un gros ballon qui fait à peu près, là je caricature un peu, il fait à peu près 1 mètre de diamètre. Alors là, la photo est trompeuse puisque le ballon a 2 poignées et quand on a le ballon, on le porte comme ça, on le met là et on se balade. Et donc il y a une interface. L'idée en fait du ballon, elle est triple. C'est déjà d'avoir le réflexe, puisque le ballon existe dans l'environnement où on travaille, de saisir le ballon si on est en situation de risque de blessure, et en l'occurrence d'hétéroagressivité. Deuxièmement, de ne pas justement, comme on a développé un nouveau réflexe qui est de se protéger, avoir le réflexe d'agripper la personne pour éviter de se blesser. Donc ça me semble essentiel. Et puis le troisième objectif, qui est un objectif évidemment plus difficile à atteindre, c'est de garder une perspective de coopération. Et d'ailleurs, je dis ce jeu, puisque quand on regarde sur le site, en fait, c'est des jeux de coopération. Et c'est très intéressant. Il y a vraiment cette dynamique où on essaye de négocier. Même si, évidemment, c'est un défi. Ça, je suis bien d'accord. Alors, je fais un autre outil. Alors, juste pour vous montrer, donc là, c'est un paravent. Pour vous expliquer la genèse du paravent, puisque c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ces situations extrêmes, c'est que la capacité de créativité, l'inventivité des équipes est vraiment sollicitée dans le quotidien, jusqu'au point, j'allais dire, de créer des outils. Alors des outils, encore une fois, qui peuvent aussi avoir des dérives, juste pour vous raconter. Donc là, dans le service, nous, on utilise des tapis, puisque l'immobilisation physique couché au sol est préconisée sur tapis. On n'a pas le droit, quelque part, de le faire autrement que de faire voilà. Dans une situation très complexe où un patient avait une agressivité qui avait fait beaucoup de cases dans l'équipe, certains se sont mis de façon très empirique et artisanale à utiliser les tapis qui habituellement étaient un peu de façon très informelle dans l'environnement, à les mettre comme un paravent. Donc ils ont finalement, comme ça fonctionnait pas trop mal, pour isoler rapidement ce patient des autres patients du groupe. Ils l'ont customisé, ils ont fait un trou, vous voyez, c'est vraiment artisanal, avec des poignées. Et puis finalement, après, ça a donné lieu, vous allez voir, vous avez vu en coup de vent la dérive, ça a donné lieu à l'existence de cet outil-là, qui finalement s'inscrit à la fois comme un outil de sécurisation et qui l'associe à une perspective d'évaluation. Pourquoi d'évaluation ? Dans ces grands états d'agitation, parfois le facteur de maintien, ça va être ce qu'on appelle la communication déviante. Je vous ai dit tout à l'heure, le ballon, c'est utilisé quand on pense qu'on peut encore négocier. Finalement, quand les troubles persistent, la question se pose,
est-ce que c'est pas le fait aussi de maintenir comme ça coûte que coûte une interaction qui peut aussi être un facteur de maintien? En tout cas, pour ces patients-là très sensibles à l'environnement, c'est le cas dans beaucoup des grands états d'agitation persistants. Et donc, vous voyez qu'on peut comme ça couper le lien tout en restant en contact visuel en tant que soignant, en s'assurant que la personne, par exemple, ne s'automutile pas. Parce que bien souvent, les personnes, quand elles commencent à être agressives, parfois elles peuvent s'automutiler. Donc c'est évidemment, l'idée c'est pas d'isoler. Donc voilà, je vous donne... Alors oui, c'est ça. Ça c'est encore une fois... 10 minutes. Oui, 10 minutes, très bien. Ok. Encore une fois, donc c'est aussi des outils qui peuvent avoir des dérives. Alors 10 minutes, on va accélérer. Mais on va accélérer, on en discutera. Donc l'immobilisation, ça c'était juste pour vous illustrer qu'il y a des façons de faire. Et vous voyez, donc ça c'est très connu, mais la publication dont je vous ai parlé, des morts par contention manuelle, intervention physique, finalement, est-ce que les questions que je me pose encore aujourd'hui, est-ce que s'il y avait un tapis, peut-être déjà on se serait autorisé à immobiliser aussi une personne au sol? Est-ce que si on n'avait pas de blouse blanche, comme c'est le cas aux États-Unis, eh bien aussi on se serait autorisé à intervenir physiquement? Ça, c'est des questions qui me rattrapent, on va dire, encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai rajouté un peu ça ce matin. Alors ça, c'est le slogan de ma recherche. Et là, je vais accélérer puisque, excusez-moi, je passe un peu les choses. Mais l'idée, c'est vraiment d'amortir l'impact de la violence, d'amortir l'effet que la violence peut avoir sur nous, et finalement en nous enfermant dans des logiques qui vont être des logiques de restriction à un moment donné. Je vous avais dit que je vous dirais 2 mots. Voilà, donc j'ai laissé cette photo. Donc là, vous voyez donc l'unité dont je vous ai parlé au tout début en France. Il en existe une aux États-Unis et à Baltimore qui, en fait, gère les impasses thérapeutiques de 17 autres de cette unité-là. Donc concrètement, ça veut dire que dans les unités qui accueillent déjà initialement des impasses thérapeutiques, où finalement les impasses thérapeutiques vont mener à des mesures restrictives. Par exemple, là, cette situation, ce sont des soignants, des éducateurs qui partent à la recherche de données. C'est-à-dire qu'ils vont chez un patient qui a été isolé pendant 1 an, essayer de comprendre comment on va pouvoir le sortir des effets que l'isolement a eu sur lui, en plus de ce qui, initialement, a motivé ça. Donc, moi, ce qui m'a intéressé quand j'étais sur place, c'était évidemment de pouvoir interagir, de bien comprendre ce qu'ils faisaient, mais de passer un peu à la loupe, finalement, chacun de ces équipements, de me demander pourquoi ils pouvaient être d'une utilité. Donc, je vous illustre très rapidement. Donc, eux, dans cette unité, ils vont évaluer de façon très, très descriptive les interactions sociales de ces personnes. Donc, ils ont des grilles de lecture, ils vont évaluer l'impact que la demande va avoir sur le patient, l'impact que le fait de ne pas répondre à ce patient quand il fait une demande peut avoir, l'impact de jouer avec lui, l'impact de le toucher. En fait, tout est passé à la loupe. Et vous voyez que certains outils, là je vous montre juste ça, c'est pas seulement un outil de protection pour pas avoir un coup au visage ou une griffure. C'est aussi un outil où on va masquer le contact oculaire qui peut être un facteur de maintien. Donc c'est pour ça. Dans leur grille de lecture, en tout cas c'est comme ça qu'ils le présentent. Donc c'est là aussi où on est un peu à cheval entre la sécurisation et le soin. Et pourquoi ils font tout ça ? Il y a une équipe belge qui reprend beaucoup leur travail, c'est pour comprendre le fonctionnement de ces comportements-là. Donc, est-ce que la personne a un comportement d'évitement ? Est-ce que la personne a un comportement, est-ce qu'elle cherche à obtenir quelque chose ? Et donc, on va pouvoir finalement, voir un peu dans l'invisible en essayant de préserver une évaluation quantitative de ces comportements. Donc ça, c'est la grille de lecture que j'ai pu observer aux États-Unis. Alors, 2 mots sur la discussion un peu de certains de ces outils. Sur le plan clinique, ce qui est parfois très perturbant, c'est que certains outils peuvent s'accompagner d'une forme de mieux-être, d'une forme de soulagement. Je vous donne un exemple. Le port du casque, il est un peu, je pense, comme ça, dans notre imaginaire. On va se représenter un casque de hockey avec une visière beaucoup plus invasif. Enfin, ça sera un outil qui sera évidemment plus invasif qu'un casque qui est un casque mou, un casque souple, un casque flexible. Dans la pratique, parfois, on a des patients qui, quand ils se donnent des coups
au visage, si on leur fait porter un casque solide, eh bien, l'effet de résonance, les vibrations qui vont être induites par le coup, va parfois soudainement diminuer la fréquence des troubles. Donc on est finalement un peu, j'allais dire, qu'est-ce qu'on fait de cet état de mieux-être alors qu'on a mis un dispositif qui, semble-t-il, est un peu plus contraignant. Donc heureusement, on a une ergothérapeute qui, après, en collaboration avec la psychomotricienne, va peut-être pouvoir travailler ces questions de la sensorialité. Donc ces outils-là, qui sont des outils initialement conçus comme des outils sécuritaires, ont finalement une valence en termes de réflexivité clinique. Et ça, il y a une sociologue, la fameuse, là, je vous ai dit la phrase qui m'occupe beaucoup en ce moment, « Qu'est-ce que faire bien quand on ne peut pas faire autrement ?» Cette phrase-là, elle est dans l'article qui parle un peu de ces outils-là, où on observe une forme d'aller mieux. Et d'ailleurs, ça s'appelle « contraindre pas... » Alors, comment ça... Bon, je vous redirai la référence, mais c'est Livia Velpri et c'est vraiment, son travail est très passionnant. Et puis, ça permet aussi de distinguer les objectifs thérapeutiques des objectifs sécuritaires. Notamment, il y a des logiques qui sont restrictives, il y a des logiques qui sont dites de protection, et puis il y a des logiques qui sont carrément dites de soins. Et très souvent, il y a pas mal d'ambiguïté là-dessus, et ce type d'outil permet de clarifier ça. De clarifier toujours en mettant en avant que l'expression des comportements perturbants sont un besoin, sont l'expression d'un besoin, qui évidemment est un défi, il faut décoder, il faut déchiffrer. Sur le plan éthique, donc vous avez vu la panoplie un peu des différents outils. L'idée, c'est que cette panoplie d'outils peut permettre finalement de sécuriser avec moins de blessures et moins de contraintes. Ce qui évidemment ne va pas de soi. La plupart du temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait une fenêtre thérapeutique, on lève un peu la sédation médicamenteuse, on s'expose à une recrudescence et à une intensification des troubles graves du comportement. C'est le risque en tout cas qu'on prend. Avec ce type d'outils, on peut certes laisser libre cours à la violence, puisque le postulat de départ, c'est que l'expression est en lien avec un besoin, et par contre, on va amortir l'expression de cette violence. Quand je dis amortir, c'est évidemment une image, mais l'idée, c'est toujours d'essayer de travailler à se protéger soi, pour protéger l'autre. Je vous ai... donc là, le concept de vulnérabilité partagée, j'en ai dit un mot, et puis là, je vais vous dire un mot sur... comme ça, je pense que vous aurez pas mal de questions sur l'étude, et je vous dis un mot plus sur le parcours. Mais je termine juste sur ces blessures, puisque c'est un peu la question que j'ai encore à l'esprit. Est-ce que finalement ces blessures que je pensais nous éloigner nous unissent pas, quelque part? Donc j'ai un peu cherché au tout début à être très comme ça ciblé sur comment on peut neutraliser ces blessures, neutraliser leur impact. On va faire une topographie des blessures, on va cartographier finalement tout ce qui nous éloigne, parfois en fait même j'allais dire de notre propre intégrité morale. Maintenant, aujourd'hui, je me dis qu'effectivement, il y a, et même on en discutait, quelqu'un me montrait ses cicatrices tout à l'heure, et puis finalement, les cicatrices racontent aussi évidemment un lien avec ces personnes. Donc cette réflexion, c'est une réflexion qui porte sur l'usage des sangles, et qui peut, avec les autres outils, limiter les autres pratiques liberticides, l'isolement, la camisole chimique quand c'est le cas dans certaines situations, ou les interventions physiques quand on va chercher à immobiliser quelqu'un. Juste un mot, puisque j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était assez incroyable. Est-ce que quelqu'un connaît Grégoire Aongbono? Super. Et en fait c'est un monsieur, c'est un peu on pourrait dire le pucein de l'Afrique de l'Ouest. Donc il fait sauter les chaînes des personnes qui sont enchaînées, puisque dans certains pays il existe encore ce type de pratique. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Et c'est juste une petite anecdote, puisqu'il m'a dit il faut que les gens voient. Il faut que c'est quelqu'un qui diffuse beaucoup. Et puis finalement ce monsieur, quand j'ai rencontré Grégoire, donc j'étais dans sa voiture au bout de 20 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 20 minutes? Il a pilé sa voiture et il m'a dit « C'est ça la liberté ?» Et il s'est arrêté, il m'a dit « Passe derrière ». Il a rangé sa voiture et puis il est allé voir un monsieur qui était à moitié nu, qui était finalement dans une forme d'indifférence collective. Il passait entre les voitures, personne
un invisible. Et ce Grégoire Ayangbounou, le travail qu'il a fait pendant 30 ans, ça a été justement de reporter un regard sur des personnes qu'on ne voit plus. Et tous les patients dont je vous parle, ce sont des patients qui sont occultés de l'espace social. Le graphique avec les 4 ronds qui expliquent finalement les différents niveaux d'indifférenciation et de violence, il faut toujours rappeler peut-être que l'identité de ces personnes-là, elles s'inscrivent dans un profond processus d'exclusion. Et j'ai été assez touché par le travail de Grégoire Ayangbounou, puisque lui, il a, pendant 30 ans, justement, œuvré. Alors, c'est de la santé communautaire, hein, c'est une autre forme de psychiatrie, mais ça me semble vraiment très intéressant. Et donc, on passait finalement d'un statut d'anonyme à un statut de personnes qu'on pouvait connaître. Alors, dans la recherche que j'ai eu la chance de mener avec un financement de l'AP-HP, ce dont je me suis aperçu, et c'est une constante, c'est que aucun des milieux n'ont de véritable dialogue, au sens authentique du terme. Donc vous avez évidemment le médico-social et le sanitaire de l'autre, les parents d'un côté, comme je vous ai dit, les soignants de l'autre, et puis même au niveau des universités, les disciplines ne communiquent assez peu, communiquent peu entre elles, alors que les personnes vont revendiquer de la recherche interdisciplinaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a vraiment frappé, dans le sens où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacune des personnes, individuellement, m'ont apporté des outils et m'ont permis de problématiser quelque chose que je porte grâce à eux, quelque part. Donc, je vais juste vous parler de 3 petits niveaux, et je crois que j'ai au moins 5 grosses minutes. Non, mais il n'est qu'aussi top, hein, parce qu'en fait, il dit... Non, oui. Alors, oui. Mais ça, c'est pour ouvrir c'est pour ouvrir les discussions. Donc, dans un premier temps, donc voilà, ça c'est le financement que j'ai eu la chance d'obtenir. Et n'hésitez pas quand vous voyez des appels à projets, à faire le dossier. Peut-être qu'il y aura un refus, mais ça sera un dossier après que vous pourrez réutiliser pour un autre appel à projet. Et puis, il faut vraiment pas hésiter avec ce type à se lancer, à écrire, à mutualiser un peu les expériences dans l'équipe. Donc, une première chose sur les publications. Je pense que en ce moment, il y a toute une réflexion sur les pratiques infirmières avancées. Et il me semble que quand on fait de la recherche infirmière, il faut vraiment être proactif pour pouvoir publier, pour pouvoir finalement légitimer le fait qu'il existe du savoir qui provient aussi de l'expérience des infirmiers et que ces savoirs peuvent amener à des innovations, à des pratiques qui n'existaient pas auparavant. Donc ça, c'était juste pour vous dire, n'hésitez pas aussi à publier. Tout à l'heure, j'entendais les collègues qui voulaient publier dans l'ARCI. Il faut y aller, il faut se lancer. C'est comme pour les congrès. Au tout début de cette recherche, encore une fois, j'ai aussi construit ma réflexion en allant simplement à des congrès, en présentant la recherche et aussi en attendant que les autres m'aident à problématiser. Je venais pas là seulement pour présenter un projet. C'était vraiment l'idée que la co-construction se fait à tous les niveaux. Encore aujourd'hui, elle se fait et elle va se faire avec les questions que vous aurez. Ensuite, sur la formation, donc évidemment, comme je vous l'ai dit, tous ces outils peuvent être des outils aussi de torture si on les utilise mal. Alors je dis de torture parce que c'est un mot qui parle, mais les dérives de chacun de ces outils peuvent amener à des vraies pratiques maltraitantes. Et donc, il faut former le personnel. Et si on forme le personnel à ces usages, on va pouvoir développer plus réellement, et de façon, je dirais même systémique dans l'institution, une culture de la sécurisation qui sera peut-être un peu éloignée des restrictions classiques. Avec notamment une réflexion sur la frontière entre ce qui est contraignant et ce qui devient maltraitant. Il y a toujours ça, c'est vraiment... Sur la recherche-action, donc ça va être le second volet, qui sera soit un post-doctorat, on ne sait pas, on verra. Mais l'idée, ça sera évidemment d'explorer encore dans la pratique, puisque c'est de la recherche appliquée, le potentiel de ces outils. Et sur le parcours de chercheur, l'idée après, ça sera évidemment de s'implanter un petit peu plus dans le milieu universitaire, et c'est pas évident. Donc là, j'ai pris vraiment des exemples. Donc par exemple, contribuer à un DU qui correspond à la spécialité. Nous, dans le service, on a un DU sur autisme, situation complexe autisme. Je vais essayer de contribuer à 1 heure de cours. Et c'est que les petites choses comme ça qui, à mon sens, vont nous permettre de progressivement
développer l'universitarisation à la fois en licence, en master et puis en doctorat. Et puis, s'assurer aussi que les revues dans lesquelles on veut écrire correspondent bien finalement à notre champ disciplinaire. Puisque évidemment, on veut soumettre, on a des refus, et puis c'est tellement décourageant que il y a un moment où peut-être qu'on va abandonner. L'idée, faut vraiment aussi cibler les champs de compétences. Donc pour vous donner un exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est la notion d'assentiment chez l'enfant hospitalisé en psychiatrie. Et puis évidemment le vécu aussi des équipements de protection, puisque là il va y avoir des nouveaux outils qui vont être créés, et l'idée c'est de suivre les personnes qui étaient sanglées, comment elles sont quand elles le sont plus, et avec de nouveaux dispositifs. Est-ce que ça améliore le vécu? Est-ce qu'on préserve la liberté d'aller et venir au sein des secteurs fermés? Et voilà, je pense que j'ai fini. Je vous remercie. Une dernière chose, je fais de la pub pour le DIU de recherche qualitative en santé, puisque j'ai pas pu m'y inscrire cette année parce qu'il n'y avait pas suffisamment de monde. Alors je vous y convie. Comme ça, on s'y retrouve l'année prochaine. Merci beaucoup. Question, parce qu'il va y en avoir. Jean-Marie est déjà prêt. Oui, donc je ne vais pas rentrer dans le contenu de la recherche, parce que ce qui m'intéresse davantage et que je trouve que c'est vraiment aussi un vrai apprentissage pour les personnes qui viennent dans ce colloque, et je rejoins Isabelle là-dessus, c'est vraiment comment vous nous donnez à voir la posture du chercheur. Je trouve que moi, je vous avais entendu il y a 2 ans. Hein, je vois le chemin parcouru et comment se construisent les choses chemin faisant. Donc, à travers parce que c'est pas facile d'être à la fois soignant et chercheur. Donc, il y a vraiment un travail sur la posture. Je vous dis juste en passant que ce serait intéressant d'avoir même de la supervision de votre travail qui est très clinique. Et puis, effectivement, ce qui est aussi intéressant, c'est que chemin faisant, on voit bien comment se construisent les concepts, comment vous allez vers tel endroit ou tel endroit, et comment aussi vous donnez du sens aux outils, parce que pour moi, les outils n'ont d'intérêt que s'il y a un sens qui est donné, et c'est ça que j'ai vu aujourd'hui, et que je trouve que c'est là où le chemin est vraiment important dans ce que vous avez fait. Donc je trouve que vous êtes un beau chercheur, dans tous les sens du terme. Hein. Merci. Un beau chercheur, mais un beau modèle de quelqu'un qui se nourrit de ce qu'il entend le long de sa route pour construire son objet. Ça, c'est vraiment c'est beau, chouette. Merci. Merci. Bonjour. Vous avez un tout petit peu parlé des thérapies médicamenteuses. Est-ce que vous avez mis ça de côté dès le début, ou est-ce qu'à un moment donné vous êtes retourné un petit peu à vous y intéresser, parler de fenêtre thérapeutique, tout ça? Parce que moi je peux pas m'empêcher d'y penser aussi à la question de la chimie, quoi, là-dedans. Et est-ce que du coup, déjà, est-ce que vous avez continué à vous intéresser? Est-ce que vous avez fait des liens toujours pendant votre processus de recherche? Et est-ce que du coup, il y a des problématiques particulières quand même qui sont ressorties et que vous aimeriez éventuellement nous exposer? Alors, par rapport aux chimiothérapies, je pense que j'aurais pas grand chose à dire, si ce n'est que, effectivement, ces situations qui relèvent à la fois du handicap, parfois relèvent concrètement aussi de véritables situations de psychiatrie. Typiquement, si un patient va avoir un syndrome dépressif associé, évidemment, peut-être qu'un antidépresseur pourrait l'aider. Après, je ne sais pas si vous parlez aussi de la sédation chimique et qui peut faire office de camisole dans d'autres situations. Quel regard vous avez sur peut-être vous personnellement sur les stratégies chimiothérapiques par rapport à ce type de problème Là, comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est que les choses sont interdépendantes. Par exemple, à un moment, quelqu'un m'appelle pour me dire « Ah tiens, j'ai pensé à toi, etc. » Dans un service de réanimation pédiatrique, ils n'utilisent plus les sangles. Comme ça, les enfants, ils ne se réveillent pas attachés. Donc je lui dis d'accord, et je téléphone à la cadre de santé
qui finalement me raconte tout ça. Et puis après, je téléphone à une autre personne, puisque la cadre de santé venait d'arriver dans le service et elle voulait implanter aussi cet esprit-là. Et puis l'autre personne disait oui, mais en fait, cette cadre, elle veut qu'on sédate tout le monde, puisque finalement, les médecins réanimateurs du service dans lequel était, c'était leur façon de faire, en fait. Et dans le nouveau service, pour eux, ils préféraient un malade agité et sanglé. Et d'ailleurs, ils parlent de menottes là-bas. Donc c'est aussi, ils disent on met les menottes, et ça c'est vrai que c'est très important pour moi aussi de relever tous les petits détails. Donc je viens chercher dans l'univers du somatique des réflexions qui vont aussi peut-être dépsychiatriser, voilà, par exemple parler de contention, c'est un terme tellement générique que ça veut tout et rien dire. Je pense qu'il faudrait voilà, réfléchir aussi à essayer de l'utiliser le moins possible, quoi. Tellement... Donc voilà, je pense que les choses sont tellement interdépendantes. On lève un peu la chimiothérapie, on peut s'exposer à plus d'isolement. On refuse les isolements, on peut s'exposer finalement à une agitation qui va perdurer, et donc il va y avoir un corps à corps, etc. Donc il faut essayer de penser les 4 dimensions. Mais par contre, je pense que les sangles de contention, en tout cas dans l'état actuel où je suis, voilà, peuvent être supprimés si on a d'autres outils qui permettent de penser, et d'ailleurs c'est encore ce qui se fait en ce moment, de penser l'immobilisation en mouvement, et notamment à travers l'implantation des équipements de protection individuelle dans l'espace. Puisque le souci, c'est que parfois les outils ne sont pas à portée de main quand on en a besoin, donc le temps d'aller les chercher, il est toujours trop tard. Et voilà, donc là j'ai la chance de pouvoir travailler avec des designers sur ces questions-là, qui travaillent à la fonctionnalité des outils, en les pensant dans leurs espaces. Je crois qu'on n'a malheureusement plus le temps parce qu'il y a des impératifs de taxi pour certains. Je crois que Jean, il faut que vous veniez tous les ans, en gros, peut-être. Enfin, il faut installer un truc parce que c'est vrai que c'est immense et que vous allez comme ça semer plein de petits cailloux un peu partout pour notre pratique et la clinique, et je pense que c'est très intéressant. Donc kidnappez-le, voilà, à la sortie, déjeuner avec lui, enfin bref, merci infiniment. Merci on va à se vous. retrouver pour déjeuner.